Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Le 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. En 2021, le programme commun des Nations Unies sur le VIH-Sida a d'ailleurs indiqué que 650 000 personnes sont mortes des causes liées à la maladie. Pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Anthony Poupard, volontaire à l'association Aide Normandie Rouen. Bonjour. Bonjour. Alors, votre association œuvre depuis de nombreuses années à la prévention face au VIH-Sida et aux hépatites. Alors, de quelle prévention parle-t-on et pour quel public ? Oui, alors Aide, effectivement, c'est la toute première association française de lutte contre le VIH-Sida à laquelle on a associé assez rapidement les hépatites B et C. À cet égard, en fait, pour lutter contre ces hépatites et ce virus du sida, on offre plusieurs prestations, enfin, qui ne sont pas des prestations d'ailleurs, parce que c'est plutôt des rendez-vous qu'on fait avec la personne dans le but que la personne s'approprie aussi ces problématiques. Donc on ouvre les portes, on a une permanence d'accueil tous les lundis, tous les jeudis, de 17h à 18h, de 14h à 17h, excusez-moi, et puis une permanence de santé sexuelle de 18h à 20h, où là on pratique le dépistage. Donc on peut pratiquer avec une simple goutte de sang ponctuée sur le bout d'un doigt, le dépistage du VIH, du VHB et du VHC, qui sera de toute façon, si jamais les résultats étaient positifs, à confirmer en labo avec une sérologie datant de plus de 3 mois. Alors, les hommes homosexuels, ou en tout cas les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, seraient les plus touchés par le VIH. Pour autant, les femmes sont également touchées par la maladie. Pourquoi faut-il prendre le VIH au sérieux ? Quelles sont les conséquences sur la santé ? Et finalement, qu'est-ce que le VIH ? Il faut prendre le VIH au sérieux parce que d'abord, ça a fait plus de 30 millions de morts. À ça s'ajoute tout un tas de problématiques sociales, tout un tas de problématiques économiques, tout un tas de problématiques nord-sud, et que le sida, c'est vraiment un fléau mondial. On a vu avec le Covid à quel point on pouvait trouver des solutions assez rapides. On serait tenté de penser aujourd'hui encore que si pour le sida, c'est plus compliqué, c'est aussi parce que le public n'est pas le même. En l'occurrence, vous parliez des femmes, mais nous, chez Aide, on a plusieurs publics cibles dont sont exclus, si je peux utiliser ce terme, les femmes hétérosexuelles, cisgenres. Parce qu'on a tout simplement vu que parmi cette population-là, le dépistage est plutôt bien fait et la contamination est plutôt rare. Donc ici, à Aide, on s'évertue à aller plutôt vers des publics qui sont, vous les avez nommés, les HSH, c'est-à-dire les hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, qui incluent les gays, les bi, les hétérocurieux, les aventures d'un soir, les personnes trans, les travailleuses du sexe et travailleurs du sexe, les détenus, ainsi que les migrants d'Afrique subsaharienne, essentiellement. Voilà. Et j'allais finir par les usagers de drogue, qu'on appelle aussi les consommateurs de produits psychoactifs. Et aujourd'hui, il existe des traitements pour mieux vivre justement avec le VIH. Alors, quels sont ces traitements ? Eh bien, c'est des traitements qui font vivre, tout simplement, plus que mieux vivre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une personne séropositive soignée, encadrée, qui observe bien ses médicaments, elle vit autant, sinon plus, qu'une personne séronégative. C'est ce qu'on appelle le TASP également. En anglais, c'est Treatment as Prevention. C'est-à-dire que quelqu'un qui est séropositif, sa charge virale est absolument indétectable. Donc c'est comme si le virus était toujours en vous, mais en sommeil. Il est en pause. Et avec une bonne observance des médicaments, il sera en pause jusqu'à la fin de votre vie, qui pourrait être tout à fait normale. S'il n'y avait pas derrière tout ça la sérophobie. Parce que beaucoup de gens ne sont pas au courant de ça. Ce qui fait qu'aujourd'hui, faire l'amour avec une personne séropositive, soignée, qui observe correctement ses médicaments, peut se faire sans préservatif. Voilà, donc on ne transmet plus le virus à partir du moment où on est suivi et à partir du moment où on a un traitement. Parce que vous l'avez dit, la sérophobie, c'est ça, c'est dès qu'on va annoncer qu'on est séropositif, les personnes vont avoir ce mouvement de recul finalement et vont mettre à part la personne séropositive parce qu'ils vont avoir peur même si elle est suivie. Ça, c'est un gros problème aujourd'hui. Alors ça, c'est un gros problème, j'ai envie de dire, moral, individuel, de circonstances sociales, mais il y a un problème beaucoup plus important qui est le problème politique en fait. C'est-à-dire que le ministère de la Santé ne s'empare pas assez de ces informations, ne les transmet pas assez non plus. Et puis aujourd'hui, on a quand même aussi la PrEP, qui est un médicament qui permet de ne pas être en contact avec le virus si jamais, évidemment, il faut être soi-même séronégatif, mais si on prend un risque
Par exemple, baiser sans capote, parce que ça arrive tous les jours, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Donc on pourrait discuter de tout ça d'un point de vue moral, mais nous, on est plutôt sur les chiffres, sur la politique et sur le sida. Donc on peut penser ce qu'on veut de ça. En l'occurrence, quand quelqu'un baise sans capote, mais sous PrEP, si jamais il est en contact avec quelqu'un qui lui a le virus, il se protège. Alors justement, la PrEP, hein, on en parle, se répand de plus en plus. Le médicament permet, vous l'avez dit, de se protéger lors d'un rapport sexuel de la transmission du VIH. Dans les faits, c'est positif. Pourtant, de nombreuses personnes pensent que le médicament protège complètement du virus, mais également des autres IST. Alors, est-ce que ça protège réellement des autres IST ou est-ce que c'est vraiment concentré sur le VIH et que donc il faudrait, au maximum en tout cas, continuer à mettre une capote? Alors la réponse est non, mais. La réponse est non parce que la PrEP vous empêche d'être en contact avec le virus du sida, c'est tout. Il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Il y a des problèmes si jamais vous êtes en contact avec une gonorrhée, une syphilis, chlamydia ou ce genre d'IST moins conséquente que le VIH-Sida. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que pour avoir la PrEP, il faut avoir une ordonnance délivrée par un médecin. Les médecins généralistes sont aujourd'hui habilités pour délivrer la PrEP. J'en profite pour le dire qu'ils ne le font vraiment pas assez. C'est-à-dire que l'infectiologue du CHU est débordé parce qu'un bon nombre, voire une majorité de médecins traitants refusent aujourd'hui, a priori pour des questions morales, de délivrer la PrEP. Quoi qu'il en soit, la PrEP est donc délivrée après une batterie de tests qui comporte évidemment le VIH, parce que si on est séropositif, on passe au traitement pour les séropositifs, mais également le dépistage de toutes les IST et toutes les MST. Ce qui fait que, entre prépeurs, parfois, sexualité multipartenariale est responsable, les gens s'appellent pour se dire « Bon, voilà, j'ai chopé une gonorrhée, j'ai chopé une chlamydia, hop, il faut prendre des antibiotiques et aller se soigner le plus vite possible et s'en débarrasser et surtout contacter les partenaires éventuels que tu auras pu contaminer. » Ça permet déjà un suivi médical déjà plus poussé et aussi une communication un peu plus poussée aussi entre les personnes qui prennent la PrEP. Alors à la télévision, certaines célébrités séropositives ont décidé d'en parler justement librement. Dans une émission sur l'art du drag, une participante a d'ailleurs décidé de dévoiler qu'elle était séropositive, alors à travers une tenue et une danse. Au-delà de la prévention, est-ce qu'il ne faudrait pas combattre le rejet justement de la société des personnes séropositives? On fait les deux en parallèle, il faut faire les deux en parallèle. Et je crois même que bien avant en fait qu'on puisse voir des personnes séropositives, il y avait déjà multiples combats pour qu'elles puissent accéder à leurs droits. Mais elles ne se rendaient pas visibles parce que la sérophobie était encore plus conséquente que maintenant. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a, dans tous les mouvements, j'ai envie de dire, en fait, d'une manière générale, un peu plus de facilité à déclarer qu'on n'est pas comme tout le monde, entre guillemets. Donc, évidemment, les séropositifs peuvent en bénéficier et peuvent s'emparer de ça. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, avoir des soins funéraires, c'est encore compliqué dans certains endroits. Voilà, on refuse de faire la toilette mortuaire à des personnes mortes du sida parce qu'on imagine qu'on va choper le sida. Il y a des corps de métier où on ne peut pas travailler, la police, l'armée. On ne peut pas avoir de prêt bancaire, au prétexte qu'on peut peut-être mourir aussi rapidement que d'un cancer fulgurant, alors que non. Donc il y a encore beaucoup d'injustices. Et puis, celle dont vous parliez évidemment, t'as le sida, t'es sale, cette phrase, tu es clean. Tu es clean, ça veut tout dire ça, non? Tu es clean. Oui, je suis propre, effectivement. Je sors de ma douche, je suis propre, tout va bien, et je suis par ailleurs séropositif. Mais non, voilà. Le langage, dire séropo, c'était un gros mot, vous voyez. Maintenant, ça ne l'est pas. Nous, on tient au fait que ça ne le soit pas. Et on tient aussi au fait que les personnes concernées aient les mêmes droits que toutes les autres. Et c'est aussi de toute façon une insulte, hein, parce qu'en général, les personnes homosexuelles, les hommes homosexuels sont de toute façon rapprochés du sida obligatoirement. Oui, bien sûr. Les gens ont peur d'attraper le sida. On n'est pas juste un gros PD, on a un gros PD qui a le sida. Alors le dépistage n'est pas obligatoire. Dans les quelques secondes qui nous restent, quels sont vos conseils justement en termes de dépistage? Une fois par an, 2 fois par an, tous les 6 mois, tous les 3 mois? Alors là aussi, ça dépend des publics, ça dépend de la fréquentation de vos rapports sexuels. Et si vous participez à une sexualité multipartenariale, si vous êtes travailleuse du sexe, c'est pas la même chose non plus. Enfin voilà. À minima, on conseille un dépistage par an. Okay. Mais ce qui est très bien, et notamment c'est ce qu'on conseille aux travailleuses du sexe, qui le font parce qu'elles font leur travail très bien. Elles manquent juste de droits, mais elles font leur travail très bien.
Les travailleuses du sexe se dépistent tous les 3 mois. Voilà, donc entre 3 mois et 1 an. Merci beaucoup Anthony Poupard d'avoir été avec nous sur Sensation. Le dépistage est aussi la meilleure façon de se protéger, de protéger les autres. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.